à fait ravie de vous apercevoir et je serais ravie de vous voir parce que je suis associée depuis l'origine à ce jeu de simulation et je profite pour remercier mon collègue Philippe Aldrin. Ce jeu de simulation auquel je tiens particulièrement parce que dans le cadre de mon propre master en droit de l'environnement, je dis mon parce que je le dirige pour un temps, mais il ne m'appartient pas. J'ai proposé et animé depuis déjà presque une dizaine d'années. Maintenant, nous ne le faisons plus. Nous avons laissé cela au BWS, un séminaire de simulation de négociation. Donc, je crois beaucoup aux vertus de ce jeu. Et donc, je suis tout à fait ravie d'y être associée depuis le départ et je serai membre du jury. Donc, je serai à Strasbourg et je ne ferai pas que vous apercevoir. Je vous verrai, je vous entendrai avec grand plaisir. Alors, il me revient aujourd'hui de vous donner une approche de juriste. Je sais que vous allez avoir d'autres séminaires de juristes et que ces séminaires cohabitent avec des séminaires de praticiens, des séminaires de collègues en sciences politiques. Et donc, je trouve que les approches sont utiles. Un séminaire donc, de juristes qui porte sur la fabrication du droit de l'Union européenne vu par une juriste. Mais pour finalement aller peut-être un peu au-delà de conseils simplement méthodologiques que j'ai réservés à la fin de mon propos. Nous verrons si nous avons le temps ou si vous souhaitez qu'on échange en lieu et place de ces 3 dernières slides. Outre ces aspects méthodologiques, comment fabriquer le droit de l'Union européenne, quels sont les réflexes, c'est le dernier point, du juriste, des juristes, réflexes qui peuvent vous être utiles même si vous ne l'êtes pas dans la négociation d'un texte. En étant spécialisé en droit de l'environnement, il m'a paru important de vous parler du contexte et des textes relatifs à la qualité de l'air et donc de vous donner un certain nombre d'éléments au fond et pas simplement des conseils méthodologiques pour négocier. Alors, quelques éléments qui sont assez sommaires parce que le temps est assez court, mais tout de même pour que vous compreniez le contexte général de cette politique européenne, que peut-être vous avez déjà envisagé dans le cadre de vos premières recherches pour la négociation, et puis les textes qui sont en vigueur et qui peuvent peut-être, dans la négociation, vous être utiles, être des balises de votre négociation. Alors, vous avez vu l'image de la slide. Elle est en référence à un arrêt du Conseil d'État qui a été rendu lundi, le 17 octobre, et qui a fait parler de lui dans la presse, dont vous avez sans doute entendu parler. Voilà. J'y reviendrai juste après dans mon propos. Alors, s'agissant du contexte d'abord, une première série d'éléments que vous connaissez peut-être si vous avez commencé à faire des recherches sur la pollution de l'air, mais l'on sait, c'est désormais suffisamment documenté que la pollution de l'air est le principal risque environnemental pour la santé. C'est selon l'OMS un risque qui cause le décès de 7 millions, a causé le décès de 7 millions de personnes. Je vous ai mis entre parenthèses le dernier rapport sur la pollution de l'air ambiant, une appréciation globale de l'exposition et de la charge des maladies, qui date de 2016. À ma connaissance, il n'y a pas eu de nouveau rapport aussi exhaustif sur la question de la part de l'OMS. Et on trouve aussi des données intéressantes du côté de l'Agence européenne du médicament, de l'environnement. Je suis encore dans un cours passé. Vous pouvez accéder là encore à un certain nombre de rapports qui sont produits par cette agence et qui estime que 600 000 décès par an en Europe sont dus à la pollution de l'air. Donc, des chiffres qui sont tout à fait édifiants. En Europe, 600 000 décès par an, c'est 1 000 décès par jour, ce qui donne à voir un chiffre qui est 10 fois supérieur à celui des morts par accident de la route. Donc, on a ici
un certain nombre de données qui attestent très clairement des risques létaux liés à la pollution de l'air. Il y a une multitude de données qui sont disponibles qui expliquent les maladies et les décès dus à la pollution de l'air, les différents types de maladies. Je ne vous ai pas mis ces slides, mais sur Internet, vous trouvez assez facilement les données. Celles de l'OMS et de l'Agence européenne de l'environnement sont sans doute les plus exhaustives. À côté de ces risques pour la santé, la pollution de l'air a aussi des répercussions sur l'environnement de manière aiguë, donc à certains moments, comme chronique. Alors, de manière chronique, la pollution chronique liée à la qualité de l'air, elle est due à plusieurs phénomènes que j'ai indiqués ici, des phénomènes qui vont de la modification de la composition chimique des océans, ce qu'on appelle les phénomènes d'acidification, jusqu'à la formation d'ozone au sol, ozone troposphérique, en passant par l'eutrophisation de l'eau et du sol. C'est des phénomènes qui sont assez complexes à détailler ici, mais qui sont globalement tous néfastes pour les écosystèmes et la biodiversité. Donc, le contexte est un contexte assez alarmant, à la fois du point de vue de l'environnement, mais aussi du point de vue de la santé, mais aussi de l'environnement et la pollution de l'air à ce site particulier, qu'elle est une pollution qui concerne à la fois l'homme et son environnement. Et c'est important de l'avoir en tête. Ça n'est pas qu'un risque sanitaire. Correspond précisément. Merci, ça s'est rétabli. Ce à quoi correspondent précisément ces polluants atmosphériques. Cette pollution de l'air, ces polluants dans l'air ne sont pas nouveaux. C'est une vieille préoccupation, donc on pourrait éventuellement la relativiser, mais l'on est passé d'une préoccupation qui était clairement à dominante industrielle, les rejets des centres de production industriels, les émanations industrielles considérées comme nauséabondes, à des préoccupations qui portent sur des pollutions plus diffuses, émises non seulement par ces centres de production industrielle, mais aussi par les transports, par le chauffage, par l'agriculture, par les préoccupations qui portent sur l'air intérieur ou encore par les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est une vieille problématique. Sénèque évoquait déjà, c'est ce que j'ai mis dans la slide, l'air lourd de Rome et la puanteur de ses cheminées. Mais c'est désormais une pollution qui est envisagée de manière beaucoup plus large, beaucoup plus diffuse, avec, et ça concerne directement votre négociation, avec un secteur des transports qui est un secteur extrêmement polluant, qui fait partie des causes de la pollution de l'air de manière assez centrale. Je vous ai mis ici les chiffres en France du secteur des transports. 16% des émissions nationales de particules fines sont liées au transport, 19% des particules PM2,5 et 59% des émissions d'oxyde d'azote. Alors, avec parfois des disparités sur le territoire, mais on voit bien, la question des transports est une question absolument centrale pour comprendre le phénomène de la pollution diffuse de l'air. Donc, des origines diffuses, même si les polluants les plus nocifs sont bien identifiés. Alors, si on va un peu au-delà de ces aspects qui sont assez scientifiques et sur lesquels je ne pourrais pas vous dire grand-chose de plus que ce que l'on peut lire dans des rapports, ceux de l'OMS, ceux de l'Agence européenne du médicament notamment, venons-en aux textes qui ont essayé aux textes européens, hein, je vais me limiter à ceux-là, qui ont envisagé la question de la pollution de l'air.
Alors, la première chose qu'il faut ici dire, c'est que l'arsenal, le corpus réglementaire dans la communauté européenne et puis maintenant dans l'Union, est un vieux corpus, un vieil arsenal. Dès les années 70-80, on trouve des directives qualité de l'air, pollution de l'air. Je vous ai fait ici le listing. Alors, je ferai parvenir à votre animatrice le PowerPoint. Vous pourrez le consulter si vous le souhaitez. Vous avez comme ça les numéros des directives, si ça peut vous aider dans la négociation. Alors, des vieilles directives qui, au premier plan, étaient des directives polluant par polluant, en première génération, si vous voulez, dans les années 80, 82, 86, vous voyez, 92, il y a eu 4 directives polluant par polluant, une directive sur les particules en suspension, sur le plomb, sur le dioxyde d'azote, sur l'ozone. Et puis, dans les années 90, a été adoptée la première directive transversale sur l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, qui a été complétée par 4 directives filles qui reprenaient les obligations centrales de la directive transversale et qui la déclinaient polluant par polluant. Donc, il y a eu une évolution de la méthode de réglementation, d'une approche sectorielle par polluant à une approche transversale sur la qualité de l'air ambiant, à propos de la qualité de l'air ambiant, avec des directives filles. Je n'entre pas plus dans le détail sur ce point-là. C'est l'ancienne génération des textes. Désormais, le droit existant est un droit qui est articulé globalement autour de 3 directives, plus d'un règlement que je vous cite, que je vous ai cité parce qu'il est au centre de votre négociation. La directive la plus connue, celle qui a fait encore parler d'elle lundi, c'est la directive 2008-50, qu'à mon avis, vous devez connaître quand vous allez négocier, qui est la directive concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, 21 mai 2008. C'est déjà une ancienne directive, hein, mais qui a joué son rôle pour le coup, et qui fixe un certain nombre d'obligations. Je vais y revenir un peu plus tard, et qui est vraiment la directive transverse qui remplace finalement la directive 96-62. Et puis, il y a 2 autres directives. La directive concernant les polluants les plus létaux, arsenic, cadmium, mercure, nickel et hydrocarbures, qui est une directive fille qui a été adoptée en 2004, n'a pas été abrogée par la directive 2008-50. Les obligations sont spécifiques et restent spécifiquement dans ce texte-là. Et à côté de cette directive qualité de l'air ambiant et air pur, vous avez une directive de 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, qui est une directive qui fonctionne un peu comme les directives changement climatique, avec des obligations pour les États membres de formuler des plans nationaux de réduction de certains polluants atmosphériques, avec une chronologie, une périodicité pour ces plans nationaux. Le dernier texte que je vous cite, c'est ce règlement relatif à la réception des véhicules à moteur qui porte précisément sur le domaine du transport, mais dont je vais reparler juste après. En tout cas, ayez bien en tête la directive 2008-50 qui, à mon avis, est une directive importante. Pourquoi importante? Parce que dans cette directive ont été fixées des valeurs limites pour un certain nombre de polluants, les polluants les plus polluants, au sens d'ailleurs de l'OMS, monoxyde de carbone, dioxyde d'azote, PM10, plomb, anhydre sulfureux et benzène. Donc des valeurs limites pour les niveaux de concentration dans l'air de ces 6 polluants. C'est dans l'article 13 de cette directive. Une valeur limite, nous dit l'article 2, c'est un niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne plus dépasser une fois atteint. Donc, on a vraiment des valeurs seuil, on a la fixation de seuil, ce qui est assez compliqué à faire en droit de l'environnement en général, mais qu'on peut faire en matière de pollution de l'air parce qu'on a les connaissances scientifiques suffisantes
pour fixer ces valeurs limites, même si ça n'empêche pas les discussions sur le niveau de fixation de ces valeurs limites. L'article 13 impose aux États, dans un certain délai, de respecter les dites valeurs limites. L'article 13 est absolument clair. Il impose aux États le respect de l'article de ces valeurs limites. Les États membres veillent à ce que les niveaux des valeurs limites ne soient pas dépassés, nous dit la directive. Alors certes, dans la directive, il y a des articles qui permettent de moduler cette obligation. La première modulation, elle est déjà passée. C'était une modulation dans le temps qui était fixée à l'article 22, qui permettait de reporter de 5 ans les délais fixés dans la directive, donc qui permettait aux États de gagner un peu de temps. Mais les délais sont déjà dépassés. La directive est une directive de 2008. La deuxième modulation, elle est dans l'article 23, et je crois qu'il y a ces deux articles peut-être à avoir en tête, 13 et 23. Il est dit dans cet article 23 que les États membres, en cas de dépassement des valeurs limites, donc ça apparaît comme une hypothèse possible, et ça a d'ailleurs fait l'objet de demandes d'interprétation du côté de la Cour, parce qu'on fixe une obligation et dans le même temps, on organise dans un autre article la possibilité de dépasser, de violer, de déroger à cette obligation en quelque sorte. Donc, en cas de dépassement des valeurs limites, les États membres veillent, nous dit l'article 23, à ce que des plans relatifs à la qualité de l'air soient établis et qu'ils prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit, je cite, la plus courte possible. Donc voilà, des obligations assez intéressantes, quoique générales, un peu génériques. On se doute bien qu'il a fallu donner corps sans doute au contentieux à ce que prévoyait, ce qu'impliquait la directive du côté des États. Pour l'avenir, non, pas la dernière slide, parce qu'ensuite, je vous parle simplement des véhicules. Je vous avais dit que je vous réserverais un point. Pour l'avenir, ici, il faut avoir en tête le fait que la Commission européenne, notamment dans un plan d'action qui date du 12 mai 2021, qui s'appelle « Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et le sol », la Commission européenne, dans le cadre de son pacte vert et en synergie avec ses objectifs en matière d'économie propre et circulaire et de rétablissement de la biodiversité et en correspondance avec le programme des Nations unies de développement durable à l'horizon 2030, donc il y a vraiment un contexte politique assez large. Dans ce cadre-là, pacte vert et Horizon 2030 du côté des Nations unies, la Commission a publié un plan d'action vers une pollution zéro dans l'eau, l'air et le sol, où elle explique qu'à l'échéance de 2030, il s'agira, c'est un objectif posé par la Commission, d'améliorer la qualité de l'air pour réduire de 55%, on est vraiment sur les objectifs de 55% en 2030. Il y a une figure du 55 qui est assez redondante, afin de réduire de 55% le nombre de décès prématurés causés par la pollution atmosphérique. Donc, une ambition zéro pollution, en tout cas 55% de réduction pour 2030. Pour le reste des objectifs de la Commission, je vous laisse le soin de lire ce plan d'action qui, à mon avis, peut vous intéresser pour trouver des arguments du côté des institutions de la Commission. Dans ce cadre-là, ce cadre général, zéro pollution dans l'air, le sol et l'eau, il est prévu, en tout cas, il est demandé de manière active par le Parlement et d'autres institutions. Il est prévu de réviser la directive 2008-50 qui commence à dater. Ce qui est globalement demandé, c'est deux choses, et le Parlement européen a rendu une résolution sur la mise en œuvre des directives sur la qualité de l'air le 25 mars 2021, donc juste un peu avant le plan d'action de la Commission. La Cour des comptes avait évalué les textes
qualité de l'air en 2018 dans un rapport que je vous recommande, qui s'intitule « Pollution de l'air, notre santé n'est toujours pas suffisamment protégée ». La Cour des comptes publie des rapports qui sont toujours très instructifs. Donc, ça peut aussi être une base de travail pour votre négociation. Globalement, les discussions, elles portent sur 2 points. Elles portent à la fois sur le champ d'application de la directive, qui pourrait être étendu à d'autres polluants, qui pour l'heure visent 6 polluants, mais qui pourraient être étendus à d'autres polluants, pour le coup, aujourd'hui non réglementés, mais dont la nocivité est avérée. Le Parlement le demande. Et puis, l'autre débat porte sur la définition des valeurs limites qui ont été fixées il y a 15 ans et qui peut-être nécessitent d'être réactualisées. Et elles font d'autant plus débat qu'il ne s'agit pas d'une simple réactualisation, mais en 2008 déjà, le choix dans la directive avait été de déterminer des valeurs limites supérieures à celles recommandées par l'OMS. Ce qui avait déjà fait débattre et ce qui continue de faire débattre au Parlement européen, du côté de la Cour des comptes, dans le rapport revient sur ce point-là. Pourquoi l'Union européenne a-t-elle choisi des valeurs limites qui sont moins exigeantes que celles qui sont prévues au plan universel par l'Organisation mondiale de la santé, et ce d'autant plus que ces valeurs limites du côté de l'OMS viennent d'être tout récemment encore revues à la baisse. Pour le dioxyde d'azote, qui est la pollution liée au transport et aux véhicules, l'OMS a divisé par 4 les valeurs limites, de 40 microgrammes à 10 microgrammes par mètre cube, comme valeur limite d'émission valeur limite en matière de pollution dioxyde d'azote devant nos juridictions nationales ou européennes pourrait être encore démultipliée, parce qu'on passerait de 40 à 10 et une grande majorité de villes seraient au-delà de cette valeur limite. Pour terminer, vous dire que dans cet ensemble du corpus qui porte précisément sur les transports et précisément sur les véhicules à moteur, les 2 textes de base, ces 2 textes adoptés en 2007, la directive 2007 véhicules à moteur, et le deuxième texte, c'est un règlement 715/2007 qui s'appelle aussi réception des véhicules à moteur. Alors là, la procédure administrative à suivre pour la réception des véhicules à moteur, incluant les exigences techniques relatives au contrôle auquel doivent être soumis ces véhicules. C'est vraiment la procédure administrative lorsque l'on souhaite mettre sur le marché, après fabrication ou importation, mettre sur le marché des véhicules à moteur. Ça s'appelle la réception du véhicule qui vise en fait ces obligations de ces véhicules. Le règlement est un règlement plus technique. C'est celui dont vous allez parler, je l'imagine, fixe parmi les exigences techniques relatives au contrôle, qui sont soumises à une certaine procédure, parmi ces exigences techniques qui fixent des limites d'émission. Des limites d'émission sous la forme de normes, Euro 5, Euro 6, de normes d'émission auxquelles doivent satisfaire les véhicules pour être réceptionnés. C'est d'une médiatisation très forte au moment du scandale du Dieselgate, puisque ce scandale a mis en lumière, a fait éclater au grand jour le fait que certains constructeurs automobiles, et notamment Volkswagen, certains constructeurs automobiles avaient organisé un système de tricherie généralisé en trompant les tests menés par les États pour vérifier que les voitures pouvaient être vendues aux Européens, en trompant ces tests grâce à des logiciels installés dans les voitures. Ce scandale a donné lieu à des condamnations judiciaires dans les différents États, en particulier en Allemagne, et l'Europe a décidé, en plus de sanctions financières contre les constructeurs, l'Europe a décidé de changer de méthode de test. Avant, les voitures étaient testées en laboratoire. Désormais, elles sont testées en conditions réelles. La voiture est en état de marche, comme elle le sera lorsqu'elle sera vendue. Et donc, il n'est pas possible d'y intégrer un logiciel qui pourrait réduire les émissions du dit véhicule.
Suite à ce Dieselgate, donc les procédures ont été modifiées et la Commission européenne a adopté toute une série de règlements en 2016, en 2017. Alors, je vous cite ces règlements dans la slide de ces règlements, mais je vous renvoie à mes slides. Mais globalement, les modifications qui ont été proposées par la Commission européenne à partir du 1er septembre 2017, c'est vos tests d'émissions dans des conditions réelles de circulation. C'est ce qu'on appelle les émissions en situation réelle. Vous avez souvent l'acronyme anglais qui est utilisé. Et au même moment, la Commission a redéfini les limites d'émissions d'oxyde d'azote à ne pas dépasser à l'occasion de ces nouveaux essais en conditions de conduite réelle. Et la Commission a redéfini ces limites d'émissions dans un règlement de 2016, règlement où elle redéfinit ces limites dans des conditions réelles de circulation et elle autorise une marge d'erreur qu'on appelle le facteur conformité qui permet aux constructeurs de s'adapter progressivement aux règles. Ces nouveaux textes ont fait l'objet de recours devant le tribunal puis la Cour de justice de l'Union européenne au motif que les limites retenues par la Commission, ajouter à cela le facteur de conformité qui permet une sorte de marge d'erreur, ces nouvelles limites étaient plus élevées dans les situations réelles que lorsque les mesures étaient faites en laboratoire. Le facteur de conformité aboutissant à cela, en quelque sorte. Les requérants, ici 3 villes, Paris, Bruxelles, Madrid, les requérants estimaient que ces éléments essentiels du règlement de 2007, ces éléments, limite d'émission d'oxyde d'azote, la définition de ce niveau, ces éléments n'étaient règlements d'exécution, qu'il s'agissait d'éléments essentiels du règlement de base et que si l'on voulait modifier ces limites, même si on changeait de méthode de test, si on voulait modifier ces limites, il fallait modifier le règlement de base. Donc, les villes ont intenté un recours contre ce règlement. Le tribunal a donné raison aux villes en décembre 2018. Et a admis au passage la recevabilité du recours de 3 entités municipales, de 3 villes, ce qui, du point de vue du contentieux européen, est intéressant. Mais la Cour a, le 13 janvier 2022, annulé l'arrêt du tribunal qui avait donc jugé illégal ce règlement, qui avait annulé ce règlement de la Commission européenne du 20 avril 2016, pris dans le cadre de cette directive et de ce règlement de 2007, au motif que pardon. Au motif que les 3 villes n'étaient pas des requérants possibles et contre le dit règlement, qu'elles n'avaient pas suffisamment démontré le fait que ce règlement leur portait atteinte de manière directe et sans mesure d'exécution, c'est une des conditions, mais de manière directe. Et ce que avançaient les 3 villes, c'est que ça portait atteinte à leur pouvoir de réglementer la circulation en ville. Et la Cour, pour des raisons de recevabilité du recours, n'a pas été convaincue par cette démonstration-là, sur laquelle on pourrait dire beaucoup de choses, mais qui concernent plutôt les aspects contentieux que qualité de l'air. En tous les cas, il y a eu un foisonnement important au plan judiciaire autour de ces règlements de 2007, puis des règlements de la Commission qui sont venus modifier les méthodes de test et les limites d'émission, non seulement du fait du Dieselgate, mais aussi du fait de ces nouvelles
ces nouvelles modalités, on va dire, de détermination et de calcul des limites d'émission par la Commission elle-même. Une proposition est en cours. Elle a été faite en 2019 à la suite donc de toute cette saga, juste avant l'arrêt un peu avant l'arrêt de la Cour du 13 janvier 2022, qui est la communication 2019-208, dont l'objectif est de modifier le règlement de 2007 et de régler cette situation des règlements d'exécution de la Commission qui, de facto, a été réglée parce que la Cour a annulé la décision du tribunal, mais la Commission, vous voyez, avait anticipé peut-être le fait que la Cour confirme l'arrêt du tribunal. Et dans cette proposition, il est suggéré de donner à la Commission un pouvoir de délégation, l'habilitant à revoir annuellement, alors à la baisse, ces fameux facteurs de conformité pour la réception des véhicules. Puisqu'en fait, le débat s'est beaucoup focalisé, vous avez compris, à la fois sur la question de la recevabilité du recours, mais aussi sur la question de qui est compétent. Est-ce que cela doit être le Parlement et le Conseil via un acte de base ou la Commission qui peut actualiser par des actes d'exécution, actualiser les niveaux limites et les facteurs de conformité, c'est-à-dire ces marges d'erreur. Voilà ce que je voulais vous dire sur, je crois, les textes. Alors, pour quand même terminer sur cette question-là, je vois que le temps défile très, très vite. Je n'aurai pas le temps de faire les réflexes, mais pour terminer sur la question des textes, aussi ayez en tête, je ne vais pas le développer davantage que cela, le fait qu'il y a une vaste jurisprudence, une dense jurisprudence sur la directive qualité de l'air, la directive 2008-50, mais qui peut être intéressante, je pense, aussi dans votre négociation. On a 11 arrêts en manquement, 4 arrêts préjudiciels et des affaires encore en cours. Les arrêts en manquement sont très nombreux. Ils concernent pour certains la France. Ils ont tous constaté le manquement à la directive 2008-50, c'est-à-dire le dépassement des valeurs limites. Et les affaires préjudicielles ont permis d'indiquer aux juridictions nationales, aux autorités nationales et aux juridictions nationales comment comprendre notamment l'article 13 ou encore l'article 23 dont je vous parlais tout à l'heure de la directive. Simplement, je vais dire un mot de deux affaires pour quand même que vous compreniez un petit peu, mais simplement vous dire qu'est en cours une affaire contre la Bulgarie qui est intéressante parce que c'est une affaire en manquement sur manquement, puisqu'on a eu déjà presque plus d'une dizaine d'arrêts en manquement qui, pour certains, n'ont pas été exécutés. Et vous le savez, il est possible pour la Commission d'attraire à nouveau l'État devant la Cour de justice de l'Union européenne pour lui demander d'assortir sa décision de justice en manquement du paiement d'une somme forfaitaire, voire d'une astreinte. Donc, forfaitaire pour le manquement passé, astreinte pour le manquement qui subsiste. Ce qui est un élément important dans le débat politique, de savoir que nous en sommes sans doute à la deuxième génération d'arrêts, de manquement sur manquement, et que donc certains États risquent, s'ils ne mettent pas en place une politique suffisante, risquent des sanctions financières. De la même façon, est en cours une affaire préjudicielle qui vient de la France, de la Cour de cassation, non, du Conseil d'État, pardon, je vous dis une bêtise, ministre de la Transition écologique et Premier ministre, qui est une affaire intéressante parce que ce dont il est question ici, ça n'est pas un contrôle de légalité du côté du juge, interne, ici français, mais ça pourrait être un autre juge, mais c'est une question relative à la responsabilité de l'État français et donc à son obligation éventuelle d'indemniser des requérants pour des préjudices sur leur santé liés à la pollution de l'air. Et la question qui est posée est de savoir si dans ces contentieux de la responsabilité, donc de l'indemnisation, on peut utiliser le droit européen et la directive 2008-50, ce qui pose des questions, là encore, d'ordre financier, mais également juridique. Alors, dans les jurisprudences, j'en ai isolé une, simplement, c'est l'arrêt Client Earth
du 19 novembre 2014 qui synthétise ce qu'on apprend en grande partie, pardon, je passe un peu vite, ce qu'on apprend en grande partie dans les autres arrêts, y compris en manquement, le fait que l'article 13 fixe une obligation qui n'est pas du tout une simple obligation de moyens, mais c'est une obligation de résultat. Les États doivent satisfaire aux valeurs limites de la directive. C'est une obligation de résultat. C'est assez rare en droit de l'environnement, en droit de la santé, d'avoir des obligations de résultat et pas des obligations de comportement, y compris s'il existe l'article 23. Nonobstant l'article 23, l'article 13 en tant que tel fixe une obligation de résultat. Et d'autre part, la Cour explique bien que effectivement l'article 23 permet, en cas de dépassement, à l'État membre de présenter un plan, un plan qualité de l'air, hein, un plan dans lequel il va s'engager à réduire dans un certain délai les émissions dans l'environnement. Mais il est absolument essentiel que cet État membre fixe un plan qui prenne en compte, bien sûr, l'équilibre entre les intérêts publics et privés, avec une certaine marge d'appréciation, mais que ce plan permettent que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. Et donc, la Cour, dans cet arrêt Client Earth, mais comme d'autres arrêts en manquement, va régulièrement condamner l'État pour avoir violé l'article 13, mais aussi pour ne pas avoir présenté un plan qualité de l'air qui permette aux juridictions qui ont été saisies, qui permettent aux juridictions qui ont été saisies d'être convaincues que les mesures qui sont dans le plan qualité de l'air suffiront pour que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. Et dans l'arrêt Client Earth, la Cour ajoute un troisième élément, donc un élément sur l'article 13, c'est une obligation de résultat, un élément sur l'article 23, la petite phrase la plus courte possible est très importante, et un dernier élément qui est un élément à l'adresse des juridictions nationales, puisque la Cour dit que les juridictions nationales doivent prendre toutes mesures nécessaires, y compris des injonctions de faire, pour que l'autorité nationale établisse le plan. Il revient à la juridiction nationale de le faire en tant que juridiction du droit de l'Union. L'obligation d'établir un plan qualité de l'air est une obligation qui doit pouvoir être invoquée par les personnes physiques et morales devant leur juridiction et la juridiction nationale doit pouvoir utiliser tous les moyens dont elle dispose, y compris l'injonction, pour demander à l'autorité nationale d'établir le dit plan. C'est ce que le Conseil d'État français a fait. Il l'a fait en plusieurs étapes, mais on a eu le dernier épisode ce lundi. Je vous ai mis les arrêts. Le premier arrêt date du 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre. Le Conseil d'État, en se fondant sur la directive 2008-50, demande à l'État français d'élaborer pour plusieurs zones de territoire des plans relatifs à la qualité de l'air sur le dioxyde d'azote. Juillet 2020, l'exécution complète de la directive et le respect des valeurs limites n'a toujours pas eu lieu. Donc, l'exécution de l'arrêt de 2017 n'a pas eu lieu. Il prononce à l'encontre de l'État, à défaut pour lui justifier dans un délai de 6 mois, une astreinte de 10 millions d'euros par semestre. Et le 4 août 2021, le Conseil d'État condamne effectivement l'État à payer cette première astreinte de 10 millions d'euros pour ce premier semestre 2021. La plus grosse sanction financière jamais prononcée par le Conseil d'État à l'adresse du pouvoir exécutif, c'est en matière de pollution de l'air en se fondant sur la directive 2008-50. Et le dernier épisode, ce n'est pas le dernier sans doute, mais le dernier épisode en date, c'est un arrêt du Conseil d'État du 17 octobre 2021
Voilà ce que je voulais vous dire sur contexte et texte. Il est déjà 13h15. Je crois que je dois malheureusement finir. Peut-être prendre une question de votre part. Et avant cette question, peut-être vous renvoyer à la troisième partie de ma slide, de mes slides pour que vous puissiez réfléchir à cela et on aura peut-être d'autres occasions d'interagir sur les réflexes du juriste. Il me semble qu'il y a au moins 4 réflexes, mais ma collègue Nathalie Rubio va sans doute les développer. D'abord, la question de la base juridique, l'importance de la base juridique d'un texte qui détermine la procédure correcte. Deuxième réflexe, regarder ce que sont les principes d'exercice de la compétence et ce qu'on peut faire du principe de proportionnalité, de subsidiarité, de protection à un niveau élevé de la santé et de l'environnement. Il y a peut-être ici à dire, dans le cadre de vos négociations, au-delà bien sûr des éléments de fond, et là je vous laisse le champ ouvert, le champ des possibles ouvert. Réflexe 3, la forme du texte. Est-ce que c'est une directive, un règlement? Quand est-ce qu'elle va entrer en vigueur? Il ou elle va entrer? Est-ce que ça sera des actes délégués, des actes d'exécution? Comment on fait l'harmonisation? Est-ce qu'elle est minimale, maximale? Qu'est-ce qu'on met dans le champ d'application? Comment on définit? Comment on sanctionne? Et bien avoir en tête les grands principes, liberté de circulation, droits fondamentaux, accords internationaux ou autres textes internationaux, les lignes directrices de l'OMS, le grand texte de droit dérivé, ceux que je vous ai présentés, notamment la directive 2008-50 et les négociations autour de celle-ci. Alors, dans les slides, je vous avais un peu développé cela, le réflexe 1 sur la base juridique, l'article 180. Les principes qui sont dans le traité, et notamment dans la charte, le principe de protection à un niveau élevé, les actes, les différentes catégories d'actes et leurs caractéristiques déléguées, et puis le réflexe 4 qui porte sur les libertés de circulation, les droits fondamentaux, le droit éventuel dans un droit au respect de la vie privée et familiale, article 7 de la Charte des droits fondamentaux, article 8 de notre Convention européenne des droits de l'homme. Je vous remercie. C'est le temps du tout de vous exprimer, mais peut-être que s'il y a une question et demie ou 2 questions, je peux tout à fait les prendre. Merci en tout cas. Merci.